Alors aujourd'hui, petit sujet d'actualité, mort de l'autre vieille oblige. On va discuter de la reine Elisabeth II. Wouhou. Et notamment, il y a plein de gens qui disent « Oh, elle est morte, il est trop triste », etc. Du coup, je me suis dit... si on faisait un petit cours d'histoire. Alors, en fait, faut comprendre déjà que la reine Elisabeth II, le jour où elle est devenue reine, était dans une cabane dans les bois lors d'une visite au Kenya en 1952. 1952, c'était il y a 70 ans. Pour vous dire si elle était vieille. Elle est morte à l'âge de 96 ans. Alors moi, perso, personne n'a dépassé les 70 ans dans ma famille. Donc en fait, elle était en train de faire sa cabane. Mes grands-parents n'étaient pas encore nés. Ça conserve l'argent. C'est bien, hein. Et elle a un joli petit trône. Alors... je pense qu'il y a un léger... c'est juste 40 millions parce que 40 milliards, ça me paraîtrait vraiment beaucoup pour un trône. Et 5 millions pour les bijoux. Il y a 28 000 diamants. Bon, ça va. Ça vient juste de pays qui ont été colonisés. C'est pas grave, tout le monde s'en fout. De toute façon, c'est juste des Noirs, des Arabes et d'autres trucs. Là, on sait pas trop, ils sont bizarres. De toute façon, ils sont pas comme nous. Ils ont 26 résidences royales... dont 9 palaces. Et tout ça avec les locations, etc. Pour des événements, ça leur fait 300 millions par an. C'est les Britanniques, vous savez. Ils ont trop d'argent, ils savent pas quoi en faire. Alors du coup, les pauvres qui peuvent plus payer leur facture de gaz, ils les brûlent. Mais parlons du Kenya. Pourquoi ils sont allés coloniser là-bas ? Ils se sont dit, il y a plein de champs, d'espaces cultivables, etc. On va ramener tous nos vieux blancs malades, anciens soldats de guerre un peu flingués, et on va déplacer 3 millions d'habitants qui vivaient là. Ils les ont pris, ils se sont dit, alors nous, on va prendre les trucs cool, les belles plaines, etc. Et vous, on va vous foutre dans les marais. Tant qu'à faire, 60% des adultes, on va les mettre en esclavage. Parce que franchement, sinon, c'était pas drôle. Hein. Sinon, vous voyez les 30 ou 40 000 colons qui se sont ramenés ? Les petits blancs, ils n'auraient pas eu d'esclaves chez eux pour faire la vaisselle. Et franchement, une vie sans lave-vaisselle, est-ce que c'est vraiment une vie ? Je vous le demande. Bon, le temps passe un petit peu. Et il y a un petit mouvement par les Indiens qui s'étaient également ramenés suite à la colonisation, qui avait un peu suivi les Britanniques, notamment pour faire du commerce, etc. Donc eux, ils étaient environ 130 000 là-bas à l'époque. Et ils se sont dit, on a un petit peu maltraité, on va demander des droits, ça serait pas mal. Et les Blancs, ils ont dit, ça serait une insulte aux natifs qu'on a colonisés aussi. Vous vous rendez compte, ça serait pas très gentil de vous donner des droits et de rien faire pour eux quand même. Du coup, les natifs, ils les ont pris au mot. Ils se sont dit, oui, ce serait bien d'avoir des droits. Alors du coup, ils se sont mis à discuter, etc. C'est un peu comme l'Assemblée des États généraux, vous vous rappelez, pendant la Révolution. Le roi, il a dit, qu'est-ce que vous voudrez qu'on fasse ? Ils se sont dit, du coup, on va lui dire ce qu'on veut faire. Là, pareil. Du coup, ils ont commencé à se penser en tant que sujet politique, en tant que noirs, esclavagisés, etc. Mais du coup, les Indiens, ils ont vu ça, ils se sont dit, salut les copains, nous aussi on veut des droits, ça vous dirait qu'on fasse un truc ensemble ? Et du coup, ils se sont dit, on va demander des droits pour tous les sujets britanniques, tous les sujets de la couronne. Vous savez, la petite couronne qui est sur la tête d'Elisabeth. Du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, comme dans toutes les colonies, l'État impérial, donc dans ce cas-là, l'Empire britannique, a utilisé ces colonies afin de générer du cash, notamment surtout après 39-45 pour reconstruire, et pendant l'effort de guerre, ils avaient une vision court-termiste de produire un max, même si ça a des conséquences dévastatrices sur le moyen terme. C'est-à-dire qu'en fait, les sols, ils ont été absolument lessivés. Et ceci alors qu'il y avait une tradition, on va dire, et un mouvement social organisé, avec des syndicats, ce genre de choses. C'est notamment, en fait, à cause de la peur de grève générale que l'État colonial a commencé à serrer les fesses très violemment et à préparer des quarts de police, à recruter des nouveaux policiers et à les former pour mater les mouvements sociaux, qu'on en est arrivé là en fait. Sachant que tous ces coûts d'équipement, de prise en compte des différents moyens de répression, c'est également des coûts qui retombaient sur les colonisés, vu que bien sûr, l'Empire n'allait pas payer pour ça. Donc en fait, il devait toujours extraire encore plus d'argent, de production agricole, etc. pour payer tout ça. Ce qui a enclenché en fait des processus de déplacement de population avec par exemple des personnes qui étaient trop pauvres pour payer l'impôt, donc se déplaçaient en ville pour aller travailler dans les usines et ensuite étaient réemployés dans les propres champs qu'ils avaient abandonnés, qui avaient été privatisés par la petite bourgeoisie locale et par les colons blancs. Et c'est comme ça en fait qu'on en arrivait à une situation explosive au début des années 50. Du coup, dans un premier temps, les autorités coloniales se sont dit on va décapiter le mouvement, on va enfermer les leaders, etc. Après, l'arrestation d'environ 300 figures vues comme les leaders de l'opposition, on a eu, au bout de 9 jours de grève, plus de 100 000 personnes impliquées. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, la capitale Nairobi avait une population d'environ 100 à 150 000 personnes. Donc c'était énorme à l'échelle du pays. Et en fait, ces protestations ont dépassé les souhaits, on va dire, des leaders politiques de l'époque des différents syndicats, avec un mouvement qui s'est emballé et qui a dépassé de très loin les souhaits et les revendications premières qui étaient faites à l'époque, pour se transformer en un mouvement de masse qui allait bien plus loin que les premières demandes, afin de demander une refondation complète du système politique de l'époque. Le plan de l'administration coloniale,
c'était via l'arrestation de ces leaders de déclencher une petite guerre civile afin de justifier une répression terrible du mouvement social, avant qu'un mouvement de masse ne se crée et ne soit trop compliqué à gérer. Or, en fait, ces arrestations-là vont mettre le feu à la poudrière et ainsi dépasser toutes les attentes des autorités coloniales. Et du coup, en fait, ça, c'est un mouvement général de grève, de travailleurs, etc., qui ont supporté et mené finalement à la décolonisation. Mais il y a également des épisodes de révolte où on va voir que la répression a été beaucoup plus ferme et beaucoup plus importante. Ça, c'est notamment lié à la révolte des Momos, qui était décrit dans les textes britanniques et internationaux comme un groupe sauvage, violent, un culte dépravé, enfin des animaux quoi en gros, ils sont vraiment pas comme nous ces gens-là. L'explication en fait pour la révolte, beaucoup de gens qui vivaient sur place, des experts agricoles, etc., des économistes, des historiens, ils disaient mais en fait c'est normal, on les traite comme des merdes, c'est pas un délire ce qu'ils vivent, c'est juste qu'ils en ont marre. Les Britanniques, ils ont préféré se reporter donc ce qu'ils appellent un ethno-psychiatre. Donc si vous voulez, moi quand on parle de psychologie évolutionniste, ce genre de trucs, l'évopsy, tout ça, bon, si j'ai un petit sentiment qu'on essaye de nous refaire ça à l'envers. Ce genre de délire qui servent juste à naturaliser les différentes dominations. Donc je suis allé un petit peu fouiller ce qu'il raconte à l'époque. Donc là en fait il est en train de répondre à des critiques à un truc qu'il a écrit. En gros il dit que ce sont des psychopathes, mais attention, nuance, zététique. Et là du coup son argument c'est que eux ce sont des psychopathes, mais dans leur milieu, c'est la norme d'être un psychopathe, donc tout va bien. Il n'y a pas la même connotation sociale qu'il y aurait chez nous. Voilà. Ce sont des sauvages, vous comprenez ? C'est la science qui le dit. Dès le milieu des années 60, donc juste après l'indépendance du Kenya, la vision des Momos vue comme uniquement des activistes irrationnels. C'est un truc qui a été très rapidement et très fortement battu en brèche par que ce soit des anciens colons, des anciens dirigeants de l'époque, des académiciens en fait qui ont repris les études, comme une réponse d'un mouvement social moderne, nationaliste et indépendant, comme il y en a eu plein dans l'histoire coloniale. Donc récemment avec par exemple l'Algérie française et le FLN. Et ça c'était juste une réponse à un régime qui était injuste et oppressif de domination coloniale. Même cause, même conséquence. Les régimes coloniaux serrent beaucoup trop la vis, font des horreurs, etc. Les gens se révoltent. C'est normal, c'est même attendu. Le gouverneur de l'époque, Harry Potter, qui est sûrement un grand-oncle à Harry Potter, ce qui expliquerait la montagne de flouze dans le coffre, et bah il dit « Ouah, tranquille, il se passe pas grand-chose au début. » Puis après, en fait, ils vont se réveiller. Et vous allez voir qu'ils vont se réveiller, qu'ils vont pas lésiner. Parce qu'au début, ils se disaient « Non, mais de toute façon, c'est des sauvages, nous, on est civilisés, on a des fusils, etc. On va leur casser la gueule facilement. » Mais après, ils sont assez vite rendus compte que ça allait pas être aussi simple. Donc, ils ont sorti l'artillerie lourde. L'artillerie lourde qui consiste en 3 axes. Donc, je rappelle qu'on est juste après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 1952, 54, 55 grand maximum. Donc, un grand programme de ce qu'ils appellent villagisation. Donc en fait, ça c'est un euphémisme pour dire déplacement de population pour plus d'1 million de Kenyans qui avaient rien demandé, qui donc sont déportés. Également, ce qu'ils ont appelé le plan Swinnerton, qui en gros, vous savez, quand il y a une révolution, l'idéal c'est de diviser, inciter les gens à rejoindre les loyalistes. Donc ça, en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les différents terrains agricoles et les ont redistribués. Si vous étiez un gentil sauvage et que vous suiviez bien l'ordre colonial, on vous donnait des terres. Si vous étiez un méchant sauvage, vous n'avez pas de bonne carte, vous n'avez pas de bons points, on vous retirait tout, confisqué. Voilà, plus jouer. T'as plus de quoi te faire pousser à manger. Nanana. Mais, également, parce que sinon ça serait pas drôle, des camps de concentration. Eh oui. Donc, je rappelle qu'on est en plein procès Nuremberg, ce genre de choses, et ils se sont dit, on va faire des camps de concentration. Mais après, je vais quand même leur donner un bon point. On est bien plus proche du goulag qu'au d'Auschwitz. C'est-à-dire qu'on a beau casser du sucre sur l'URSS, etc. En fait, c'est une immense hypocrisie de tous les régimes coloniaux que de dire ça. C'est-à-dire qu'en fait, le goulag, ils l'ont pratiqué aussi. En masse. Donc là, on parle d'une population de 30 à 50 000 personnes qui ont pu passer par ces camps. Et en fait, vous voyez, dans leur idéologie, ils se disaient « On va faire ça pour leur bien. On va les réformer par le travail. » Je pense que ça devrait vous rappeler quelque chose, le travail qui rend libre. Les années 50.
C'est tellement pittoresque. Par contre, attention, il ne faut pas penser que les momos étaient des enfants de cœur non plus. C'est-à-dire qu'ils ont des crimes de guerre à leur actif, ils ont tué des gens, c'est une guerre, c'est sale, etc., etc. Mais quand, juste après l'indépendance, on a la reine Elisabeth II, parce qu'à la base c'était quand même elle qui nous concernait, qui est instaurée comme chef de l'État, il faut se rendre compte que ça faisait 10 ans qu'elle avait la couronne en fait. Donc même, entre guillemets, si ce n'est qu'une figure anglaise, elle pèse un petit peu sur le schmilblick politique anglais. Faut pas non plus être complètement naïf sur ce sujet. Faut bien se rendre compte qu'elle a un impact, un rôle à jouer. Et c'est pas pour rien s'ils l'ont fait sauter 1 an plus tard. Et c'est pour ça que je vais vous passer ce petit extrait qui, à mon sens, explique tout, on va dire, sur la rhétorique de l'Angleterre qui est très policée, etc., sur ce genre de sujet. C'est-à-dire que si tu es en colère, c'est que tu n'es pas capable de raisonner logiquement, puisque... En tout cas, en Occident, la colère, c'est l'ennemi de la réflexion. Ça, c'est un truc paternaliste, tu vois. C'est façon de dire que tu es primitif. Tu ne sais pas organiser ta pensée. Ça, c'est une façon de te disqualifier. C'est une façon de disqualifier le discours. Et c'est une façon aussi de s'assurer d'un certain confort. C'est-à-dire, je veux bien t'entendre, mais dis-le-moi gentiment que ce soit pas inconfortable. Non, des fois, c'est un crachat dans ta gueule, tu vois, que j'ai envie d'envoyer pour que tu comprennes. Bon, des millions de déplacés, plus de 30 000 personnes en camp de concentration, le crachat dans la gueule, ça va, je pense qu'il est justifié. Alors, j'aurais bien mis l'extrait de Kazay dans Médine, mais bon, on va éviter le strike, on fait avec ce qu'on a. Et du coup, une fois l'indépendance déclarée, la présidence de Jomo Kenyatta, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'il a établi une politique de conservation des acquis des nouveaux dominants. Et du coup, je vais vous passer ce petit extrait d'un journal télévisé de 1953, juste après la déclaration d'indépendance du Kenya, que je trouve assez éclairant sur la façon dont la communication du gouvernement anglais était faite à l'époque sur le sujet. Kenyatta's personal authority is never challenged. It is that authority which has glued Kenya together and will likely keep it unified when he has gone. Britain's Queen Elizabeth, visiting Kenya, is received with dignity by the man who once spent 7 years in prison. Donc là, ça réinsiste sur le fait que Kenyatta a passé 7 ans en prison suite au régime d'Elisabeth et qu'aujourd'hui il la reçoit avec dignité. Donc c'est une façon de dire qu'il y a un respect mutuel, etc. Et juste après, il y a un passage que je trouve extrêmement instructif sur la communication et les relations entre les deux pays. For opposing British rule. A policy of non-recrimination is at the heart of Kenyatta's relations with. Donc là, ils expliquent qu'il y a une politique de non-agression entre les deux. Britain, a member of the Commonwealth, Kenya still. Donc ils ont intégré le Commonwealth comme beaucoup d'autres pays, mais on a vu que justement ça allait sauter 1 an plus tard. Looks to London for most of its development aid, and Britain is still its principal trading partner. Donc que Londres a toujours un rôle central dans leur économie et que l'Angleterre est toujours leur principal partenaire économique. Few other nations have made the transition from colony to independence so smoothly. Et là, il y a un truc extrêmement précis, je trouve, c'est quand ils disent « Il y a peu de nations qui ont fait la transition de l'État colonial vers l'indépendance d'une façon aussi douce et aussi simplement. » Les camps de concentration, les millions de personnes déportées, on oublie. Ça s'est fait naturellement, dans le calme. Limite, il y a eu la bénédiction de la reine, vous voyez. Et c'est là le rôle que joue la monarchie dans l'Angleterre. C'est comme la reine n'est pas officiellement responsable politique, elle peut être une représentation ingénue de l'État. C'est-à-dire que elle arrive, elle a rien fait, c'est jamais de sa faute, mais elle est toujours là pour bien gérer les relations diplomatiques avec les autres pays. En fait, ça tue les récriminations politiques parce que c'est une espèce d'ambassadrice qui n'est que dans le figuratif, alors qu'au final, elle influence les politiques en interne et elle a son mot à dire à cause de ce rôle également qu'elle a ici. Les Anglais, ils ont fait pendant plus d'1 siècle une espèce de partie de claquettes permanente, où d'un côté ils font des horreurs, et de l'autre ils présentent une image absolument ingénue de ce qu'ils font. Une image ultra propre. Ils se blanchissent de toutes leurs atrocités. Et en fait, ce truc-là, ça arrive au point, au moment où ils se sont dit on va aller faire la guerre en Irak, etc., ils se sont dit, de toute façon, nous, avec notre héritage colonial, on a bien su gérer de façon ultra douce les choses, on sait faire, on a un vrai savoir-faire là-dedans. En fait, ils ont tellement bouffé leur propre propagande
qu'ils ont fini par la croire. Ils ont fini par croire qu'ils savaient gérer des révolutions et des décolonisations en douceur. Ils se sont fait intoxiquer par eux-mêmes. Donc ce bouquin, The British Way, une Counterinsurgency 1945-1967, que j'ai vu citer à beaucoup d'endroits, qui a l'air vraiment intéressant, je ne l'ai pas lu. Et notamment, pourquoi est-ce qu'ils ont fini par bouffer leur propre propagande? C'est parce qu'il y a un petit truc qui s'appelle Operation Legacy, donc MI5, etc. Vous savez, James Bond, tout ça, les agents secrets. En fait, au fur et à mesure que la décolonisation avançait, ils se sont dit « Oh putain, c'est la merde partout !» Vous imaginez s'ils trouvent tous nos documents qui expliquent tout ce qu'on a fait, toute la merde et tout l'argent qu'on leur a volé et toutes nos horreurs? Vite, faut tout brûler. Vite, 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 vite. Et du coup, ils l'ont fait en Inde en 47. Et en fait, ils se sont fait choper la main dans le sac. Et donc, ils ont fait une opération. Faut qu'on fasse tout ça dans le feutré. On détruit tous les documents, gentiment, tranquillement, sans que personne ne sache rien, en toute discrétion, pour ne laisser aucune trace, notamment parce que, comme je vous rappelle, il y a les procès de Nuremberg, etc. en ce moment. Donc, ils se disent, dans leur tête, comme on est juste après la Seconde Guerre mondiale, d'autres ont pu être jugés pour ça, pour crimes contre l'humanité, etc. Pourquoi pas nous, en fait? Donc, faut vite détruire les preuves, vous comprenez? On va conclure cette vidéo sur ce documentaire, parce que ce que je vous ai raconté là, c'était juste sur le Kenya. Je vous ai pris un seul exemple parmi plein d'autres. Parce que justement, ça découlait du fait que le jour où elle a reçu sa couronne, elle était au Kenya. Vous pouvez vous attendre, si vous fouillez l'histoire de tous ces pays, à voir le même genre de choses. And now, A list of all the countries that have been part of the British Empire. brought to you by Jacko Warner. United States, Canada, Jamaica, Caribbean, Guyana, and still Nicaragua, Bermuda, Bahamas, Tobago, Barbados, Ireland, Cyprus, Iraq, there's Israel, Jordan, both Yemen, Kuwait, and Bahrain, India, Pakistan, Burma, Malaysia, then Bangladesh, Sri Lanka, New Guinea, Uganda, Zimbabwe, Botswana, Zambia, Swaziland, Gambia, Ghana, Lesotho and Malawi, Nigeria, Tanzania, Somaliland, Kenya, and Sierra Leone, and Namibia, Senegal, Cayman, Hong Kong, Abu Dhabi, Qatar, Malta, and Palestine, Fiji, Australia, Sudan. Si vous avez aimé... I'm going to be Oh, ta England. gueule, toi! Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, subscribe, la cloche, tout ça, tout ça. Et j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui faisaient des reacts Twitch à mes vidéos. N'hésitez pas à me foutre le lien en description avec le timestamp, s'il vous plaît, que j'aille voir. Merci, ciao, ciao!